Un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous et professeur Ricardo. Et c'est une fausse avec lui nous allons garder ça qui passé et Venezuela avec arrestation ou capture du président vénézuélien Nicolas Maduro qui est accusé par les États-Unis de narcotrafic et avec les tout et on a retourné sur histoire et intervention américaine en Amérique latine et nous allons regarder et relations qui gagnent entre États-Unis avec Venezuela au cours des années qui ça nous doit espérer avec nouveau leadership ça. Et professeur Saint-Anfous, bonjour et bonne année, un plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour à vous, Jean-Daniel, aux auditeurs, auditrices, très bonne année. J'espère que 2026 sera un peu meilleur que 2025 pour les Haïtiens et Haïtiennes. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci de répondre à nos questions. Et professeur Saint-Anfous, c'est samedi 3 janvier 2026 à l'aube. Il y a eu une intervention de l'armée américaine à Caracas et entre-temps, le président américain sur son réseau social Truth Social a annoncé la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse. Et les États-Unis ont une longue histoire d'intervention militaire en Amérique latine. Après l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro, s'en est suivi une conférence de presse du président américain Donald Trump et au cours de la journée du samedi à Mar-a-Lago où il a menacé d'autres chefs d'État latino-américains comme le président colombien Gustavo Petro ou encore le président cubain Miguel Díaz-Canel. Et est-ce que selon vous, on revient à l'ère de la politique du gros bâton, de Big Stick, et avec ces agissements des Américains en Amérique latine aujourd'hui? Écoutez, il y a beaucoup de commentaires, des commentateurs, des remarques qui ont été faites ces 30 dernières heures au sujet de cet épisode. Je crois qu'il faudrait signaler 2 ou 3 choses au préalable. La première, c'est que lorsqu'on parle d'Amérique latine, on parle d'une vaste place, d'une vaste aire géographique des Amériques. Or, le cas qui est arrivé au Venezuela samedi, c'est pour la première fois, je dis bien, je souligne, c'est la première fois que l'armée américaine fait une opération en Amérique du Sud. Elle a été avait l'habitude de le faire en Amérique centrale et dans les Caraïbes, jamais en Amérique du Sud. Donc, c'est inédit. C'est pour la première fois, il y a des Marines, des forces spéciales américaines qui interviennent d'une façon violente dans le territoire sud-américain. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre l'Amérique du Sud avec l'ensemble de la Caraïbe ou de l'Amérique centrale qui ont été les proies habituelles du Big Stick, de l'endoctrinement, de la guerre États-Unis-Mexique. Donc, l'Amérique du Sud était, et bien sûr, pendant les années 70 du siècle dernier, l'objet d'intervention à travers des missions spéciales comme la mission Condor, qui a appuyé des coups d'État d'Amérique latine, des coups d'État militaires. Mais jamais une intervention ouverte n'a été faite. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième, Jean-Daniel et auditeurs, auditrices, c'est que les réactions dans la soi-disant Amérique latine, vous savez que selon les Nations Unies, l'Amérique latine compte un peu de pays qui ne parlent pas l'espagnol, le portugais, le français, comme la Jamaïque, 33 pays. Or, il y a eu une déclaration de ces grues-là, mais signée uniquement par 5 pays de 33. Donc, il y a 5 pays qui critiquent l'action des États-Unis sur 33. Cela démontre non seulement l'éclatement de cette soi-disant Amérique latine,
mais également l'impact que cette action a eu dans la région. Donc, ce sont deux éléments importants. Il y a un éclatement du concept et de la réalité latino-américaine, et il y a des pays qui regardent, même s'ils sont en silence, avec un bon œil ce que les États-Unis ont fait. Troisième remarque, on peut dire, oui, que c'est le big stick, n'est-ce pas? C'est la carotte et le bâton du début du XXe siècle, des Roosevelt, de Theodore Roosevelt, non de Franklin Delano Roosevelt. Mais avec une actualisation, parce que même le président Trump parle maintenant de Don Roy. Donc, comme c'est un mélange entre Donald et Monroe. Je vois que c'est un jeu de mots, mais je vois qu'il y a pas mal de commentateurs et même de moyens d'expression importants, comme Le Monde et d'autres, qui parlent du retour de l'impérialisme. Je suis pas tout à fait certain de cela, Jean-Daniel et auditeurs du CICAB. Parce que, en fait, c'est pas une mission militaire au haut de sécurité stratégique, mais c'est une mission militaire, évidemment, mais avec un but juridique. Ça. Depuis 2020, tant M. Maduro comme son épouse et d'autres dignitaires du régime sont poursuivis aux États-Unis pour trafic de drogue. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, il faut se garder à des conclusions hâtives. Mais il faut pas oublier, et vous, en Haïti, vous êtes très bien placé pour cela, que 2015. Des neveux de Mme Cilia Flores ont été appréhendés dans un hôtel à Port-au-Prince, où ils négociaient l'envoi de 800 kilos de cocaïne aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est qu'on pourrait dire de M. Maduro que c'est un bad guy, ça, comme disent les Américains. Et tout le monde se retient un peu de le soutenir, étant donné son curriculum qui n'est pas très brillant. Et en même temps, merci pour la nuance sur l'Amérique latine. En même temps, et vous l'aviez reconnu également que dans les années 70 à 80, il y a eu des dictatures qui ont bénéficié du support des États-Unis, en Argentine, au Chili, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie et au Brésil. Et également, il y a eu l'aide américaine à la dictature chilienne et Pinochet et lors du coup d'État du 11 septembre 1973. Maintenant, est-ce qu'il faudrait situer l'intervention américaine et samedi dernier au Venezuela et qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro, est-ce qu'il faudrait situer ça et dans la perspective de la lutte américaine contre le narcotrafic ou dans une tentative pour les États-Unis d'influencer la politique au Venezuela, d'autant plus que l'on sait depuis 2019 déjà l'administration Trump s'opposait à la réélection de Nicolas Maduro et les capitales occidentales, y compris Washington, avaient condamné la dernière élection de Nicolas Maduro en 2024. Oui, parce qu'elle était truquée, n'est-ce pas? Parce que c'est l'opposition qui a gagné. C'est-à-dire que M. Maduro a tiré sur la corde très longtemps et à commencer par le Brésil, on faisait semblant que tout allait bien, n'est-ce pas? L'accord de Barbados la Barbade qui n'a pas été respecté, les élections truquées. Il y a en fait, Jean-Daniel, que personne ne souligne assez. C'est la tentative, plus ou moins réussie, au moins du point de vue formel, d'annexer 2/3 de la Guyane, du territoire de la Guyane, des Essequibo, le fameux cas des Essequibo que personne ne parle. Et je crois que ça, c'est une raison, un casus belli. Dans Londres, Washington s'oppose à cela, et des pays voisins comme le Brésil ou même la Colombie se sont tus sur cette histoire. On laissait Maduro le faire
il a nommé un gouverneur de Sekibo, il a changé des drapeaux, il a changé les cartes, il a changé la frontière, il n'a pas occupé Sekibo. Mais il a fait même un référendum au Venezuela au lieu de faire de Sekibo pour demander l'autorisation de la population pour la décision. Donc là, c'est un élément capital qui est sous-jacent à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je critique beaucoup le gouvernement brésilien d'avoir pris à la légère ce Maduro. M. Maduro, c'est un instrument de déstabilisation de la région, a fait venir l'Iran, a fait venir la Russie, a fait venir des problèmes sérieux comme le trafic de la drogue pour la région, pour l'Amérique du Sud. Et c'est pour cela que toutes les réactions ne sont pas négatives vis-à-vis de l'action des États-Unis. Il faut qu'on comprenne bien cela. Même si du point de vue juridique, du point de vue légal, du point de vue de la Charte des Nations Unies, c'est une enfreinte aux normes, par exemple, au respect à la souveraineté. Mais écoutez, aujourd'hui, il va y avoir une réunion du Conseil de sécurité sur cela. Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir de cette réunion? Rien. Pourquoi? Parce que on va en discuter, on va arriver peut-être à proposer une résolution et elle va être bloquée par quelqu'un, comme par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne ou même la France. Donc, est-ce qu'on peut parler de l'OEA? L'OEA, c'est deux membres de l'OEA, les États-Unis et le Nicaragua, et le Venezuela. Or, le secrétaire général a pondu un document absolument sans aucun sens, sans aucune profondeur. Donc, voilà, on est devant le fait accompli. Il y a une réalité qui est basée sur ce qu'on pourrait appeler le principe de la extraterritorialité. C'est-à-dire que des lois américaines sont appliquées en dehors du territoire des États-Unis. Cela, ça fait depuis belle lurette qu'on le fait. Depuis belle lurette, Haïti est bien placé pour le savoir. Combien de personnes ont été poursuivies pour trafic de drogue ou d'autres aux États-Unis, des Haïtiens? Combien de personnes ont été amenées aux États-Unis devant les tribunaux ou bien en prison? Donc là, c'est spectaculaire. Il y a ce qui s'est passé à Caracas, et ce qui interroge également, j'en ai les auditeurs et auditrices, c'est que on chantait en vers, on chantait haut sur les toits la capacité militaire du Venezuela. Or, il n'y a eu aucune réaction militaire. On doit se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment il y a une différence si énorme technologique entre les Américains et les Vénézuéliens, ou est-ce qu'il y a eu des trahisons à l'intérieur du complexe militaire politique vénézuélien? C'est une question ouverte encore, mais ça frappe, ça surprend la facilité avec laquelle les États-Unis ont mené cette opération. On a parlé avec professeur et brésilien Ricardo Setenfus et avec lui, on est en train d'analyser la crise au Venezuela marquée par un développement assez important, à savoir l'intervention américaine à Caracas qui a conduit à l'interpellation, à la capture du président Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores. Vous expliquiez que l'arrestation de Nicolas Maduro et peut être interprété sur la base du principe de l'extraterritorialité. Et est-ce que cela voudrait dire que sur cette base et selon cette logique et cette arrestation, cette interpellation de présidents certainement élus, bien que dans des conditions assez obscures, est-ce que cela voudrait dire que son interpellation par les forces spéciales américaines est justifiée? Elle peut être justifiée, mais elle est illégale, ça. C'est ça le drame. Elle est illégale du point de vue du droit international, du droit humanitaire. Elle peut être justifiée selon les paramètres de la justice américaine. C'est bien qu'il va être conduit devant un juge d'instruction à New York aujourd'hui même. Donc, selon les paramètres de la justice américaine. La question se pose, est-ce que
la justice, les lois des États-Unis peuvent aller au-delà du territoire américain. Les Américains pensent que oui. C'est-à-dire que toute entreprise qui fait des affaires avec quelqu'un qui est sous sanction et sous poursuite judiciaire de la justice américaine, même si cette entreprise est à l'étranger, tombe sous la coupe des sanctions. Ça, on a vu avec Haïti, on a vu avec les sanctions qui étaient prises contre certains hommes politiques comme l'affaire des chefs de guerre. Donc, voilà, le bras de la justice américaine va au-delà des frontières nationales. Et cela irrite et fait en sorte que les juristes, ceux qui défendent le droit international, soient opposés à cette vision. Parce qu'en même temps, on affaiblit les instances judiciaires internationales, le TPI, le Tribunal pénal international, ou même la Cour internationale de justice à la Haye, ou même les commissions qui essayent de soutenir les droits humains, comme il y a même une commission aux Nations Unies, qui d'ailleurs arrive à la conclusion que Maduro a commis des crimes contre l'humanité, Maduro et son entourage, mais on ne va pas au-delà de cela. Et les États-Unis ne souscrivent pas ne reconnaissent pas la juridiction de ces instances internationales. Donc voilà, de là à dire, voilà, c'est la loi du plus fort, c'est la loi qui est celle des États-Unis, on ne vient pas que beaucoup franchissent de façon allègre, je dirais, parce que effectivement, on n'a pas des instances internationales reconnues et efficaces. Il a commencé par le travail de SAP fait par les autorités américaines. Donc, ça a toujours été le cas depuis belle lurette que les États-Unis ne reconnaissent pas les instances internationales et veulent imposer, par exemple, en ce qui concerne les opérations de paix, une immunité. Ça, on a vu avec l'histoire du choléra en Haïti. C'est-à-dire, il y a eu la décision que ces opérations de paix, ce travail des opérations de paix, sont en île d'obstacle pour faire ce qu'ils veulent, même commettre des crimes. Donc voilà, je crois que c'est la loi du plus fort et le système judiciaire américain qui s'impose à ce moment-ci. Mais il faut dire également que ces gens, le cas de Maduro et son entourage, ne sont pas exemples de culpabilité, mais pas seulement qu'ils ne reconnaissent pas que dans le cas des Essequibo, tout mène à croire que cette affaire doit être résolue à la Cour internationale de justice. Or, le Venezuela ne veut pas l'amener à la Cour internationale de justice, veut résoudre cela à travers les armes. Donc voilà, on n'est pas dans une école avec les enfants de cœur, on est dans la réelle politique où la confusion permanente entre droit et pouvoir est des règles. Robinson? Oui, en même temps, professeur, c'est un peu complexe la situation au Venezuela. Et vous admettez, vous conviendrez avec moi que Nicolas Maduro, et vous l'avez dit, est un dictateur et les élections de 2004, de 2024, et il a perdu les élections de 2024. Il a quand même forcé à conserver le pouvoir. Mais vous, personnellement, vous vous inscrivez dans la doctrine la doctrine d'Estrada, et qui est contraire à la doctrine de Monroe. Oui. Voilà, j'ai écrit il y a déjà 3 mois, 4 ans, un texte en portugais qui s'appelle « Est-ce qu'il y aura une guerre en Amérique du Sud ?» avec un point d'interrogation. Et il y a là un élément, il y a plusieurs éléments dans cette observation. J'ai écrit il y a une dizaine de pages. La première, c'est que pour moi, l'objectif des États-Unis, c'est éliminer Maduro. C'est pas la lutte contre la politique ou d'autres, n'est-ce pas? L'objectif est d'humilier Maduro? Oui, c'était éliminer Maduro. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est mettre en garde contre
les changements territoriaux. Ça, la Guyane était l'objectif de cette politique territoriale de Maduro. Cela, c'est pas acceptable. Mais en fait, la reconnaissance des gouvernements, ce que vous venez de mentionner, issus des élections truquées, je propose une théorie, une doctrine qui est une doctrine du travail. Disons, écoutez, c'est une affaire interne, domestique du pays qui élit ses dirigeants. On reconnaît que des États et pas des gouvernements. Mais les États ne font pas cela, n'est-ce pas? Ils utilisent la reconnaissance du gouvernement à des fins politiques, n'est-ce pas? Avec des objectifs complètement, soit de son intérêt national. Donc, il faudrait partir du principe de l'effectivité. Un gouvernement effectif contrôle le pouvoir, et voilà, et c'est tout. Reconnaître, par exemple, que Poutine est un démocrate, qui est élu d'une façon démocrate, ou que le système chinois un système démocratique. On voit très bien si on commence à aller dans ce sens, et on va commencer à juger du point de vue moral, juridique ou philosophique, les changements du gouvernement. Cela est contre la doctrine du travail. Donc, je propose qu'on élimine cette reconnaissance du gouvernement, qu'on ait des relations, des rapports avec le gouvernement. Tant pis pour les électeurs, tant pis pour la démocratie. Mais ces affaires pourraient être conclues si on respectait la volonté de l'État. Vous allez me dire, mais ça, c'est trop cynique, cela. C'est évident. Le cynisme est un élément capital des relations internationales, des rapports internationaux. Mais en même temps, plusieurs analyses l'espoir, professeur Seyten, pose que l'objectif réel de cette intervention des Américains est le contrôle des ressources, notamment des ressources pétrolières vénézuéliennes. Oui, c'est bien sûr. Si c'était un pays perdu dans le fond de l'Afrique, ils n'allaient pas faire cela. C'est évident. Le Venezuela a 17% des réserves mondiales des énergies, soit du gaz, soit du pétrole. Elle exporte 1% de l'exportation mondiale. Ça veut dire qu'il y a que le système est en faillite et elle extrait 1 million de barils par jour. Le Brésil, n'est pas un grand producteur, extrait presque 4 millions. Donc, il faudrait revoir toute cette question d'exploitation. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Évidemment, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mission militaire, il n'y a pas d'intervention. Personne n'est dupe, personne ne peut pas avoir cela à présent lorsqu'il analyse l'attitude, même déclaratoire, même ouverte du président Trump. Il dit cela. Il ne le cache pas. Que peut Delcy Rodriguez, qui dirige le pays actuellement, vice-présidente, elle a été confirmée présidente provisoire par la Cour suprême vénézuélienne, est-ce qu'elle va devoir s'aligner sur la position américaine, puisque Trump l'a déjà clairement menacée? Ou est-ce qu'elle déjà, est-ce qu'elle s'est déjà alignée dans la mesure où, on sait que, si l'on tient compte de la déclaration du président américain Donald Trump qui a dit qu'il n'allait pas faire tout ça et ensuite laisser la place à d'autres influences et prendre le contrôle de ce qui se passe au Venezuela, est-ce que vous pensez que Madame Rodriguez, elle a pu, hériter du pouvoir vénézuélien et avec la bénédiction du président américain Donald Trump? Il y a un élément très, très intéressant dans votre question. Parce que tout ce pays, à commencer par les États-Unis, mais également le Brésil et d'autres, qui n'ont pas reconnu la victoire de Maduro en 2024, et donc n'ont pas reconnu qu'il lui était élu et qui
Madame Delcy Rodriguez était sa vice-présidente. Aujourd'hui, revoir leur copie. Ils reconnaissent la vice-présidente comme légitime, illégale présidente par intérim du Venezuela. Donc voilà, on est déjà assez loin de cette question. On ne parle plus des élections de 24, parce que si on ne reconnaît pas Maduro en 24, on ne doit pas reconnaître sa vice-présidente. Vous êtes bien d'accord? Or, on la reconnaît, et parce qu'il y a eu déjà un arrangement avec elle, et avec pas seulement avec elle, avec les militaires également. Donc, la leçon, je crois, qui a été apprise. La leçon a été apprise. C'est une question des sous, c'est une question d'influence, c'est une question contre le narcotrafic et à faveur de l'exploitation des richesses naturelles du Venezuela. Et pour éliminer une quelconque danger au sujet de ces Kibo. On dit déjà que Maduro a été trahi de l'intérieur. Pensez-vous que Delcy Rodriguez fait partie de cette trahison? Qui? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas. On peut faire des spéculations, n'est-ce pas? Ce qui est très étonnant, c'est de voir cette soi-disant forteresse militaire chaviste, bolivarienne, s'effondrer de la façon qu'elle s'est effondrée, n'est-ce pas? Et la personne, le groupe le mieux protégé du pays, être exfiltré de la façon en moins d'une minute, et aujourd'hui est présenté devant un tribunal des États-Unis. C'est ça, je crois, que la leçon que pour tous les autocrates et les candidats à dictateurs de la région sonne comme un grand danger, un avertissement. La communication, oui. ça passe pas trop bien. Il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si ça vient de chez vous, professeur Seyten Fous. Maintenant, on l'a vu que la communauté internationale, en grande partie, était favorable à Edmundo González après les élections de 2024. Est-ce que González est actuellement out of the game? J'ai pas compris votre question. Quel est l'avenir de Edmundo González de cette situation? Oui, c'est une question importante. Si on reconnaît Delcy comme président par intérim, c'est sûr que Edmundo González va pas jouer un rôle de ça, même s'il a gagné les élections. On a prouvé qu'il a remporté 67% de votes, 74. Selon le président Trump, qui paraît que c'est le proconsul aujourd'hui du Venezuela, il n'a pas la carrure pour devenir président. Je crois que les jeux sont faits à travers la présidence intérim de Madame Delcy. Et c'est ça, parce que c'est un arrangement fait avec le système militaire, la caserne vénézuélienne. Les Américains ne veulent pas envoyer des troupes au Venezuela. Ils veulent faire une opération ponctuelle comme l'ont fait samedi. Mais ils ne veulent pas occuper militairement le Venezuela et ça ne va pas faire comme ça. Allô? Oui, c'est un tous? Oui, je vous entends. Ah oui. Oui. Voilà. Ben, tu as une autre question? Oui, bon. Oui. Une autre question, c'est concernant l'ALBA et l'Alliance bolivarienne qui, depuis des années, et vous l'avez constaté aussi, professeur, est en perte de vitesse, mais avec peu de condamnations, très peu de condamnations, très peu de réactions de la part de la plupart des pays de l'Amérique latine. Est-ce totalement la fin d'une unification de l'Amérique latine, des pays de l'Amérique latine? Ah oui. Ça n'a jamais été possible, n'est-ce pas? L'ALBA, c'est quelques pays, quelques îles de Caraïbes, le Nicaragua et le Venezuela. Le Venezuela, c'était le chef de cet ALBA qui était surtout venait remplacer la Pétro-Caraïbe, n'est-ce pas, avec que Haïti connaît bien. Donc, je crois qu'il reste le Nicaragua. Et là, c'est une question, je voulais seulement faire une observation. Nicaragua, Venezuela.
deux systèmes, deux régimes qui sont tenus à main de fer par deux femmes. Cilia Flores, qui était au Venezuela, et Madame Ortega, n'est-ce pas, Rosario Murillo. Ce sont deux femmes, c'est intéressant à noter, qui commandaient le cas de Cilia, mais qui commandent aujourd'hui encore le Nicaragua de main de fer, n'est-ce pas? Donc c'est assez intéressant. Et l'autre observation très importante pour moi, c'est les conséquences sur Cuba. Là, je crois que les 5% des exportations vénézuéliennes de pétrole allaient vers Cuba. Ils ne vont plus. Donc, il va falloir que Cuba se débrouille avec, par exemple, du pétrole soit brésilien, soit mexicain. Il y a encore, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il y a un objectif qui est des moyens de moyen terme. C'est pas pour rien que Marco Rubio est le secrétaire d'État, c'est faire chuter le régime cubain. Ça, je crois que c'est qui est dans une crise profonde, dans une crise sociale, dans une crise économique, et dont probablement ce que l'Union soviétique a fait avec la crise des missiles, la Russie ne fera pas aujourd'hui. Donc, il se peut qu'il y ait dans les prochains mois, dans le prochain semestre, dans 2 ou 3 ans, une dégringolade, une crise encore plus profonde du Cuba. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous êtes séparés du Cuba par le canal de vent. Donc, ça va affecter également ici. Oui, tout à fait. Qu'en est-il du BRICS? Est-ce qu'il sera aussi facile pour le BRICS de se réunir dans l'Amérique latine? Les qui? Les BRICS? Le BRICS, oui. BRICS. Non, Brésil, Russie, Inde, non. Et donc, le Brésil va jouer un rôle de frein dans cette histoire. Le Brésil a commis trop d'erreurs au Venezuela, a mis trop en avant sa respectabilité, son pouvoir plutôt soft power, un pouvoir politique, et il a été conduit à plusieurs reprises. Même il y a eu des agressions publiques, publiques de Maduro contre Lula, ou contre Celso Amorim. Donc, le Brésil, chaudé, comme je dis toujours, a peur de l'eau froide. Le Brésil va dire ce qu'il a dit maintenant, c'est une question d'une atteinte à la souveraineté, du Venezuela, mais va pas plus loin. Et je crois que la position du Brésil à l'intérieur du BRICS va donner le ton. Donc il n'y aura pas cette illusion de Maduro, penser que la Chine, ou que la Russie, ou que l'Afrique du Sud, ou le Brésil, n'importe qui. Non, ils ne vont pas le faire. Maintenant, on comprend bien que la Colombie, le président colombien Gustavo Petro, qui certainement va devoir organiser des élections prochainement pour l'élection de nouveau président ou pour qu'il soit réélu. Et est-ce que le Cuba, avec son président Miguel Díaz-Canel, est-ce que, au regard de ce qui s'était passé au Venezuela, ces deux chefs d'État doivent s'inquiéter, et au regard aussi de la menace proférée par le président américain Donald Trump et des menaces proférées par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, est-ce que ces deux chefs d'État, ces deux pays doivent également s'inquiéter après ce qui s'est passé au Venezuela? Je crois que oui. Même si je crois également qu'il n'y aura rien qui va se faire dans ce sens. Selon les observateurs, si Cuba tombe, va tomber comme un fruit mûr. Et le mandat du président Petro, ça c'est comme mois d'août, et ensuite on verra bien ce qui va se passer. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est injuste ce que Donald Trump parle du président Petro. Il a fait un travail extraordinaire de réconciliation, de fin de la guerre civile. D'ailleurs, l'actuel représentant des Nations Unies en Haïti a joué un rôle très important comme médiateur pour la fin de cette guerre civile.
Non, la lutte contre le narcotrafic. Je crois que ça va dans le sens de la propagande, comme au début du deuxième mandat de Trump, lorsqu'il disait qu'il allait annexer le Canada ou qu'il allait occuper le Groenland. Je crois qu'il va dans ce sens plutôt pour amuser la galère, n'est-ce pas? Je ne crois pas, ni de Cuba, pas une deuxième baie des cochons, c'était une catastrophe, ni au Colombie. Mais il faut noter également qu'on commence à voir maintenant qu'il y a eu des victimes lors de cet assaut américain de forces spéciales de samedi, et la garde rapprochée sécurité des Maduro était faite, composée surtout par des Cubains, n'est-ce pas? Donc, je fais un calcul qu'il y a au Venezuela environ 30 000 coopérants cubains, dans toutes les activités publiques de l'État. Donc, là, ça prouve également que ces forces spéciales américaines sont très entraînées et très capables de le faire. Question de nos auditeurs, est-ce que cette intervention des Américains au Venezuela peut être perçue comme un retour vers la doctrine de Monroe? Écoutez, la doctrine de Monroe de 1823 a été proposée, était annoncée comme étant des Monroe, mais en fait, c'était les intérêts britanniques qu'elle préservait, n'est-ce pas? Parce que les Britanniques qui voulaient garder les nouvelles indépendances, parce qu'ils tiraient profit de cela. Donc on dirait l'Amérique aux Américains, non, l'Amérique aux Américains et aux Britanniques. Et les États-Unis n'avaient pas les moyens de protéger l'Amérique latine ou de faire sa chasse gardée. Cela va changer vers la fin du XIXe siècle. Et jusqu'à 1870-1880, c'est sous le couvert des États-Unis, de la doctrine Monroe, que les Britanniques ont fait d'immenses affaires dans la région. Et ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens financiers, ils avaient les moyens militaires, ils avaient les moyens maritimes. Donc, c'est difficile à comparer deux situations complètement différentes. Oui, mais en même temps, c'est une fausse. Hier, c'était les Britanniques, aujourd'hui, c'est l'influence chinoise dans la région. Oui. Mais c'est pas les mêmes alliés, n'est-ce pas? On peut pas comparer cette alliance. Là, il y avait une alliance objective qui est historique entre Londres et Washington. On a vu l'affaire des Malouines, Falkland. On a vu maintenant avec la Guyane, n'est-ce pas? Il y a les deux seuls pays qui ont se proposé à défendre ces kibos guyanais, c'était les États-Unis et Londres. Bien sûr. Donc les seuls pays qui se sont proposés à défendre la Guyane, c'était la Grande-Bretagne et les États-Unis. Même le Brésil, qui est voisin et qui était signataire des accords frontaliers, n'a pas pu payer mot. Donc, ça, c'est une alliance que les militaires argentins ne se sont pas rendus compte en pensant que les États-Unis allaient faire valoir la doctrine Monroe l'Amérique pour les Américains lors des affaires de Malouines, n'est-ce pas? Et les États-Unis se sont alliés, ils ont donné un support stratégique aérien à Londres, n'est-ce pas, pour la reconquête de Malouines. Donc, non, je vois que la Chine a, oui, cette alliance, cette imposition, cette participation, surtout économique, mais elle n'a pas les moyens militaires et ni, je crois, le désir militaire. Pour cette info, merci de votre disponibilité, merci de votre temps ce matin. C'est moi qui vous remercie. Encore une très bonne année à vous tous. Merci beaucoup. Bonne année. C'était professeur Ricardo Cette info.